Bonjour, aujourd'hui nous recevons Rebecca Brocardo. Bonjour Tristan. Soyez la bienvenue. Merci. Nous vous recevons dans le cadre des entretiens de la Glorieuse que nous publions toutes les semaines le mardi depuis 8 ans. Donc Rebecca, vous êtes administratrice de production d'orchestre baroque à Montpellier. Vous vivez à Montpellier depuis 2 ans, vous avez 40 ans, vous êtes auteur de livres, donc néo-montpelliéraine. Vous êtes un peu fatigué parce que vous ne dormez pas en ce moment. Hélas. Et votre problème, c'est que vous n'avez pas à mobiliser les gens autour de vous sur le dossier du bruit. Oui, je les mobilise même plutôt contre moi, j'ai l'impression. Alors je fais court. Est-ce que vous voulez dire autre chose pour votre présentation? Oui, volontiers. On rentre pas dans les 3 dossiers, quoi. On rentre pas dans les détails, mais je voudrais juste te dire que je suis une personne random, que je pourrais être n'importe qui, une voisine. Random, ça veut dire quoi? Lambda. D'accord. La voisine, la citoyenne, la contribuable, la conjointe, l'employé, voilà. Que je suis pas quelqu'un en particulier, quoi. Je fais une démarche citoyenne. Voilà. Autre chose? Non. Bon, avant de passer aux questions, là, la une du numéro 1114 de la Glorieuse. Donc on revient sur un dossier là qui a été soulevé par la Cour régionale des comptes. Mesquida recherche HPI désespérément. Voilà. Entre 2019 et 2023, le Conseil général a lâché 10 millions d'euros à des cabinets de conseil, entre autres pour des études d'aménagement non genré des espaces dans les collèges. Voilà. Ensuite, on revient sur le dossier aussi qui est en train d'exploser. C'est le dossier de la LGV. Comègne et beaucoup de maires et beaucoup d'élus mettent fin au braquage. Braquage économique. Vous voyez ce que c'est la LGV? Non. C'est la ligne à grande vitesse. Et HPI, c'est quoi? Et HPI, c'est... HPI, recherche HPI, ben c'est des gens intelligents. Quoi. Ah, mais c'est vraiment ça, d'accord, ok. C'est HPI, oui. Oui, oui. Vous savez, nous on est en mode un peu humour. Quoi. Oui, oui, certes. Voilà. Ensuite, on revient sur Savanier, ça c'est le foot. Je suppose que ça vous intéresse... De loin. De très loin, non? Oui, assez loin, oui. Voilà, donc Savanier, là, il a déclaré... donc l'équipe de Montpellier est dernière du classement. Et il gagne 200 000 euros par mois. Et ils ont perdu là dernièrement contre une équipe de 4e division. Et il a dit, moi de toute façon je m'en fous, je gagne 200 000 euros par mois. Il y a des choses parfois qui sont étonnantes. Prendre de l'argent. On est Pas d'autre. Voilà, et ensuite on revient sur la guerre des sondages. On avait fait un petit teasing cette semaine sur les réseaux. Voilà, la guerre des sondages est lancée, Perrin avance ses troupes. Rebecca, donc vous êtes sévenol, vous avez habité à Quissac, en Corse, à Nice, à Paris, en Guadeloupe pendant 10 ans. Et aujourd'hui, vous avez posé vos valises à Montpellier. Pourquoi? C'est un retour aux sources en fait. Je cherchais, après avoir vécu une dizaine d'années à Paris et une dizaine d'années en Guadeloupe, un lieu qui puisse concilier à la fois mon amour d'un centre-ville et d'une ville culturelle et la proximité de la mer et la montagne. Et Montpellier semblait correspondre à tous ces critères. Ok. Et puis il se trouve que j'ai de la famille ici aussi, c'était un rapprochement familial. D'accord, vous trouvez quoi de bien à Montpellier? 3 choses. La mer et la montagne, la culture et la bibliothèque Émile Zola. Ça fait 4. Enfin, la mer et la montagne, c'était peut-être la même chose. Absolument. Donc, vous venez de la culture, c'est votre monde, c'est votre univers. Est-ce que vous pouvez en parler? Oui, c'est un monde que j'ai choisi il y a assez longtemps maintenant. J'ai commencé ma carrière dans le commerce, jadis j'ai l'impression que c'était dans une autre vie, mais comme j'y ai détecté aucune valeur positive, c'est vrai que je me suis reconvertie assez vite dans la culture et en particulier dans l'écriture et la musique qui me correspondaient beaucoup mieux. Des valeurs que j'avais envie de défendre en tout cas. Alors vous écrivez beaucoup, vous avez écrit combien de livres? J'ai écrit 3 livres, dont 2 romans. Il faut savoir que c'est de l'auto-édition, j'ai pas cherché d'éditeur parce que c'était trop compliqué. Extrêmement sélectif, on va dire.
Et donc, voilà, j'ai écrit un roman, Les Karen Politov, enfin, ça fait un moment, je l'ai écrit en 2016, donc ça, c'est vraiment la difficile transformation d'une enfant en femme, on va dire. Dans un contexte, dans les années 90, il y a des histoires de harcèlement, des choses dont on ne parlait pas encore à l'époque. C'est vrai qu'ils sont plus visibles aujourd'hui. Et j'ai écrit un autre bouquin qui s'appelle Le cas de Kismet, dont je suis assez fière, et dont j'ai vendu 500 exemplaires, puisque je me suis auto-édité. Et ça, c'était plutôt sur la conjonction des destins et qu'est-ce que ça fait à des groupes de personnes. Voilà. Et un essai sur le coaching, mais ça, c'est plus professionnel, on va dire. Ça veut dire quoi, le cas de Kismet? Alors, le cas de Kismet, c'est quelque chose que j'ai inventé. C'est la croisée des chemins, on va dire. Kismet, c'est un mot qui signifie destin. Et le livre consiste à dire qu'en fait, le hasard n'existe pas dès lors qu'on prend la peine d'observer l'ordre causal de chaque chose qui arrive. Et donc le cas, c'est comment les choses en viennent à se croiser et à faire leur propre route. Voilà. D'accord. Et c'est comment 8 personnages vont impacter les destins les uns des autres. Ok. Vous avez un facteur de prédilection par rapport à l'écriture Un facteur de prédilection? Oui, je sais pas. Oui, une thématique oui. Alors, c'est assez peu scénaristique. Enfin, il y a un scénario, hein, j'ai fait des ateliers d'écriture, mais mon écriture, c'est plutôt quelque chose qui donne à voir, à sentir, avec des monologues intérieurs. C'est assez psychologique, c'est vraiment psycho, en fait. On a des personnages un peu dépassés, qui ne comprennent pas ce à quoi ils participent, évidemment. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux, qui ne dépend pas d'eux. Et donc, ils sont un peu perdus, un peu comme nous, quoi, dans ce monde. Et ouais, c'est des romantiques un peu sauvages, quoi. Des romantiques sauvages. Ouais. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez me raconter votre dernière nuit? Oui, alors... alors, la dernière, c'était pas la pire, parce que hier, on était dimanche. Et le dimanche, il y a moins de transport. Mais l'avant-dernière, par exemple, je peux vous dire que j'ai été réveillée à 4h40 du matin par des vibrations, 4 vibrations qui se suivent à chaque passage du tramway devant chez moi, qui correspondent à des lacunes d'aiguillage sur lesquelles passent les roues du tramway, et ça fait comme un bruit de tonnerre, en fait, qui tombe, et qui nous réveille, évidemment. Et à partir de là, il y a un tramway toutes les demi-heures, et puis tous les quarts d'heure, et puis toutes les 5 minutes. Et c'est comme ça, tout au long de la journée. Ça continue jusqu'au soir, jusqu'à peu près l'avant-dernier 1h35, le dernier 1h56. Ça vous donne un peu l'ambiance. D'accord. Vous avez noté les horaires précis? Oui, il y a un moment où je les ai notés pour écrire à la table, pour bien démontrer qu'à partir de 7h, c'est quand même toutes les 5 minutes. Et donc, donc vous êtes tranquille, en gros, d'1h56 à 4h40, voilà. C'est là que je fais mon premier 3 heures de sommeil. D'accord. 3 heures de sommeil, c'est 3 heures de sommeil. Et avant, donc, vous ne dormez pas? Non, avant, on ne dort pas beaucoup, en fait. Et après non plus, d'ailleurs. Finalement, c'est très fractionné. Le micro-sommeil, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce tramway? Eh bien, ce qui se passe, j'aimerais bien le savoir. Moi, parce que c'est quelque chose qui est arrivé depuis 2 mois. Avant il n'y avait pas ces tremblements. Ça doit faire un peu plus, à mon avis, parce que c'est le temps que je réalise que ça va durer et que je me décide à écrire à la table, qui date de 2 mois. Je pense que ça existait depuis 3-4 mois. Il a dû se passer quelque chose, mais la table ne me l'a pas dit, ne me l'a pas formulé clairement. Donc, en fait, en 2 ans, on a eu déjà des problèmes, mais c'était pas aussi systématique. Par exemple, une nuit après un tram qui est passé un peu vigoureusement, on a carrément la vitre, le plexiglas de la cabine de douche qui a éclaté. Ah, carrément? Ouais, carrément, ouais. En pleine nuit, après le dernier tram qui passait un peu vite, quoi. Mais comment prouver ça? Bon, c'est pas... Et puis de toute façon, le propriétaire a dit, bon, si ça se trouve, il y avait un vice de forme, de structure, voilà, il l'a changé, fin de l'histoire. Une autre fois, j'ai prévenu il y a le responsable par ligne, en fait, si vous voulez. Il y a le responsable de la ligne 3 qui était là parce qu'il pratiquait, il aidait à faire une manœuvre de demi-tour. Pour le tram, il faisait ça là sur l'aiguillage, vous savez, il faisait l'aiguiller, je sais pas. Et lui, il m'a dit effectivement, il faut faire respecter la limite de 20 km/h, etc. Donc, on a déjà eu des petits problèmes comme ça, mais c'est devenu systématique depuis à peu près 2 ou 3 mois. Voilà, je sais pas à quelle date exacte, mais maintenant c'est tous les jours. Est-ce que la table vous a expliqué pourquoi il y avait eu ce changement de... Alors, ils font des travaux ils m'ont
dit qu'il y avait eu des opérations de maintenance. Donc la maintenance, pour moi, ça veut dire améliorer des choses. Ils ont changé. Réparer des choses. Mais je ne sais pas exactement en quoi ont consisté les travaux de maintenance. En tout cas, il y en a eu là, en octobre ou en novembre. Et je ne sais pas si ces travaux de maintenance étaient destinés à ce que le tram roule plus vite ou qu'il y en ait plus. Ou... Alors, je crois qu'on n'en a pas parlé, mais il s'agit de la rue du Pont de Latte. C'est ça, c'est la rue du Pont de Latte. C'est-à-dire juste derrière la gare. Ouais, entre la gare et la place Carnot. Voilà. Dans la descente, là où il y a vraiment les Alors qu'est-ce qui se passe? Ça grince, les murs tremblent. Ça grince pas, c'est une ligne droite, donc c'est les virages qui font grincer. C'est pas les lignes droites, le tram il file. La journée, quand il y a beaucoup de piétons, le tram roule un peu moins vite, donc à la limite la journée, puis de toute façon on est réveillé ou pas là, donc c'est moins grave. Mais la nuit, quand le tram passe, il y a 4 vibrations, vraiment 4 ondes de choc un peu, enfin, des ondes, des ondes de bruit quoi, qui font vibrer les murs, les radiateurs, les parois de douche, les volets, le matelas sur lequel on dort. Et donc, par moments, c'est moins fort, puis par moments, c'est franchement brutal, quoi. Et donc, après ces vibrations, il y a le bruit, évidemment, non seulement du tram lui-même, mais aussi de ce qui fait vibrer dans la maison. Vous voyez? Qui fait vibrer quoi, par exemple? Eh bien, le radiateur qui vibre, ça fait en plus du bruit du tram et de la vibration en elle-même dans le bâtiment. Donc tout vibre. Il y a tout qui vibre, voilà, c'est ça. Pourquoi vous déménagez pas? Mais c'est ce que je vais faire en fait. C'est juste que le problème, si vous voulez, c'est que moi je suis partie d'un problème qui était beaucoup moins important que ça. Je pensais que quand on a un problème dans la vie, il suffit de revendiquer quelque chose, de revendiquer une amélioration, une solution. Mais en fait, revendiquer, c'est quand même assez malvenu, j'ai l'impression. Et donc, j'en suis arrivée à la conclusion que la TAM, elle est désolée, mais finalement, elle me répond rien d'autre. Donc, son message implicite, sa demande implicite à la TAM, c'est merci de plus rien dire, on a reçu votre message, mais on procède à une enquête, et puis ça fait 2 mois qu'il procède à une enquête. Et vous n'avez pas trouvé d'oreille bienveillante qui vous écoute? J'ai trouvé l'oreille de mon propriétaire, parce que on paye quand même 1 000 € par mois de loyer et de charges pour cet appartement. Lui, il est tout à fait désolé aussi, mais déjà, il n'est pas désolé jusqu'à remettre ses intérêts personnels en question. Et puis, de toute façon, il est en train de vendre. Donc, si vous voulez, lui, il ne veut pas trop faire de vagues. J'en ai parlé à une association de quartier. Comme je vous disais, c'est la Mare Nostrum qui, elle, m'a dit recueillez des doléances du voisinage. Ce que j'ai essayé de faire avec pas trop de succès, parce que comme j'ai pas accès aux voisins, aux immeubles des voisins, pas à mes voisins directs, mais aux immeubles des voisins, j'ai voulu mettre une affichette qui spécifiait, si vous avez des problèmes, merci de nous contacter. Mais comme j'avais mis le nom de Mare Nostrum, des gens de la mairie ont dit, oulala, il faut pas faire de désordre comme ça sur la voie publique en période préélectorale. Bon bref, ils ont retiré les affiches. Donc de ce côté-là, j'ai pas eu beaucoup de soutien. Je suis allée voir l'UFC Que Choisir pour m'aider, parce que je suis adhérente. C'est les associations de défense de consommateurs. Et eux, ils m'ont dit aussi, si vous n'arrivez pas à avoir de témoignage du voisinage, vous pouvez toujours demander à votre assurance habitation de faire un constat des nuisances, parce que là, vous ne pouvez pas jouir de votre bien. Et donc, vous allez pouvoir demander des indemnités, en fait. Mais l'assurance habitation, la première chose qu'elle m'a répondu, c'est « Ah ben non, vous n'avez pas pris la protection juridique. » Voilà, donc en gros, tout le monde s'en moque un peu, quoi. Et là, quand j'essaye d'en parler, on me dit « Mais t'exagères, fais un effort, t'es trop sensible. » Enfin, on peut pas dire que je reçoive beaucoup d'empathie dans cette histoire. Au niveau du bruit, ça va crescendo depuis 2 mois ou c'est stabilisé? Ça s'est stabilisé. À la hausse, mais ça s'est stabilisé. D'accord. Est-ce que les chauffeurs roulent trop vite sur cette portion? Je sais pas ce qu'on appelle trop vite, parce que la vitesse, elle est limitée à 20. Moi, j'ai été prendre des mesures quand même, et j'ai vu qu'ils respectent à peu près cette limite de 20 km/h. Ils sont entre 17 et 24, et encore c'est rare, ils sont à 20. Mais quand ils sont à 20, de toute façon, c'est déjà trop fort. C'est trop fort à partir de quelle vitesse? Aucune idée. Moi, je pense que... je dis ça comme ça un peu au feeling, mais quand on est devant la gare où il y a plein d'aiguillages et de virages, les trams, ils sont à 10 km/h, parce que ça, c'est des zones à 10. Et là, je pense que ça fait plus vibrer les alentours à cette vitesse-là. Mais la TAM m'a dit que c'était pas une preuve de rien du tout, ça, et que c'est pas parce qu'on ralentit que ça vibrera moins. Voilà. Donc, déjà, on n'est pas tout à fait d'accord là-dessus, parce que pour moi, quand un tram passe moins vite, je le ressens, c'est la phénoménologie, en fait, moi, je ressens que ça vibre moins fort. Mais ils veulent pas venir prendre des mesures chez moi.
D'accord. Parce que nous avons fait plusieurs articles là, sur ces sujets-là. Oui, Il y a eu des travaux qui ont été faits Ouais. pour améliorer des situations en particulier au boulevard Pasteur. Est-ce que donc vous m'aviez dit que vous n'avez pas trouvé beaucoup de solidarité dans le quartier. Pour l'instant. Est-ce que vous persévérez? Oui, oui, bien sûr. Bon, enfin, après, ça va se jouer à soit je trouve un autre logement, soit je prends une protection juridique et je vais plus loin dans la démarche, quoi. Mais enfin, j'espère que la table va consentir à ralentir de moitié avant, juste sur quelques mètres, là où il y a un aiguillage. Ce serait quand même mieux pour tout le monde, je pense. En plus, je pense pas que ça nécessite une réorganisation totale de tout le réseau, vous voyez. Enfin, je suis pas une experte, hein, bien sûr. Ok. Et vous allez persévérer là dans votre démarche vis-à-vis du voisinage? Vous n'êtes pas très motivé là. Franchement, c'est-à-dire que pour rencontrer mes voisins, il faudrait que je fasse du porte-à-porte à l'interphone, là. Ben pourquoi pas? Bah attendez, mais Vous avez autre chose à faire. Oui, voilà, j'ai autre chose à faire concrètement. Et puis, les gens qui veulent pas se mobiliser, ça me déprime un peu d'avoir à les convaincre, quoi. Parce que la plupart des gens, ils se mobilisent pas maintenant, ils restent dans leur truc et personne ne bouge, quoi. Donc je trouve que c'est quand même beaucoup d'énergie à déployer pour aller chercher des personnes. Et en plus, je doute que ce soit d'une efficacité redoutable, cette mobilisation, puisque moi j'ai lu des articles aussi où même quand les gens ont fait des pétitions et se sont mobilisés, ça n'a pas tellement fait avancer beaucoup plus. Vous devriez aller demander conseil au 4 boulevard. Ils se mobilisent depuis 4 ou 5 ans et rien n'avance. Ah bah c'est formidable. Non mais je crois que... Il y a de l'espoir. Je crois que ouais, vous me donnez plein d'espoir. Du coup, je lance une annonce. Moi, je cherche un appart. Je pense que ce sera plus vite réglé, hein. Mais bon, même pour trouver un appart, vous vous rendez compte les dossiers qu'il faut faire maintenant? Et puis vous vous rendez compte des tarifs? Enfin bon, bref. Je trouve que la situation est un peu bloquée de partout. Voilà. Bon, sur cette belle note d'espoir, Oui. je vous remercie pour la qualité de cet entretien. Eh ben, c'est moi. Merci.